Bonjour, ici Samuel Ouellette. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qui sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Puis si t'es pas sûr de la protéine de grillon, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois aujourd'hui. Conversation très, très intéressante. On sort un peu des sentiers battus de ce que je fais habituellement. Je reçois Samuel Ouellette, qui est le directeur administratif du pôle sport HEC Montréal. Salut Samuel. Salut Yannick, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir, très heureux. Merci de l'invitation. Ben écoute, avec tout ce qui se passe dans notre sport, je pense qu'il y avait cette nécessité-là d'avoir une conversation. Je ne veux pas dire plus sérieuse parce qu'on va avoir bien du fun, puis je pense que ça va être très intéressant pour les gens de l'écouter, mais pour ne pas faire de parallèle avec le nom de mon épisode, on va sortir un peu, le nom de mon podcast plutôt, mais on va sortir des sentiers battus, de ce que moi je fais habituellement, puis on va vraiment parler, parce que tu es un expert dans ça, dans l'administration du sport, dans la gestion du sport, puis j'en ai parlé avec plein d'invités récemment, on dirait que dans la vague de l'UTMB, dans la foulée de l'UTMB, puis ça. Il y a eu beaucoup de questions qui se posaient sur la professionnalisation du sport, sur justement l'immense boom que le trail connaît en ce moment à l'échelle internationale. Au Québec, on le voit, c'est palpable, mais je pense partout, c'est un sport qui explose. On voit des organismes comme l'UTMB grossir, prendre de l'importance, mettre en place des tours mondiaux. Pendant ce temps-là, il y a des petits événements qui gardent leur essence très, très roots et tout ça. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe en ce moment. Puis je pense que ça vaut la peine d'en jaser avec quelqu'un qui connaît ça. J'ai effleuré le sujet, j'en ai parlé un peu avec Jeff et Élie Cochon, j'en ai parlé avec Nicolas Dan quand je l'ai reçu après l'UTMB, mais toujours en effleurant le sujet, puis toujours en étant des coureurs, des coureuses qui ont suivi ça de près, qui ont de la misère à émettre une opinion précise parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'était. Là, on a quelqu'un qui a une expertise, fait que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Oui, tout à fait. Ben, en fait, avant d'être un expert, je suis un passionné de sport, Yannick. Je suis un passionné de trail, un passionné de plein air. J'apprécie le titre d'expert, mais je vais tenter là, à travers l'épisode d'expliquer certains concepts de gestion, certaines situations qui sont arrivées. Tu as fait référence à l'UTMB avec l'annonce un petit peu plus tôt cette année. Donc, on va explorer un peu là, cet univers, la culture du sport, les impacts sur les sociétés, puis notamment tout ce qui se passe au niveau de la professionnalisation de la gestion. Oui, dans des grands événements comme l'UTMB, mais on pourra aborder aussi le développement du sport sur le territoire ici, là, au Québec, sur le plan plus local, national et même international. Donc, très heureux de débuter cette conversation avec toi. Yes, plein de beaux sujets, mais d'abord, j'aimerais ça qu'on parle de toi, que tu te présentes à nous. Tu le disais, tu es un coureur de trail, un passionné de sport. Comment le sport, le trail, t'es entré dans ta vie, puis comment les HEC Montréal sont aussi entrés dans ton parcours professionnel? Oui, ben en fait, j'ai toujours fait du sport, du moins depuis l'adolescence. Je pratiquais pas d'athlétisme, pas de course à pied. Là, j'étais vraiment le profil typique de l'athlète multisport. Donc, j'ai joué au football, au rugby, j'ai joué au ultimate frisbee, j'ai joué au tennis, j'ai joué au badminton, je me suis tourné vers l'haltérophilie. Et donc, j'ai touché un peu à plein de disciplines. Puis, c'est il y a à peu près 3 ans, un ami à moi, Charles, qui lui courait des marathons, m'a invité à faire quelques courses. Puis, ça a été un peu la bougie d'allumage. Je suis revenu à la course à pied. Plus jeune, j'avais eu la chance d'être initié au plein air par mes parents. Donc, on était régulièrement dans les montagnes blanches, par exemple, au New Hampshire, où à 6-7 ans, je faisais déjà des randonnées avec eux. C'était plus difficile, j'étais pas très grand, mais ce contact nature-là, puis d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, notamment sur la question de culture du sport, le contact à la nature, il a été vécu très tôt chez moi.
Et depuis, j'ai pas lâché. C'est-à-dire que, bon, j'ai repris la course il y a peut-être 3 ans, plus particulièrement la course en trail, mais j'ai toujours fait de la randonnée, j'ai toujours fait des sports en plein air, j'ai toujours fait du kayak, du canot et tout ça. Puis, la suite logique après ces activités plein air, ça s'est trouvé à être le trail. Intéressant. Puis je voyais que j'ai fait mes petites recherches moi aussi. J'ai vu que tu avais fait le Trail du Grand-Duc en 2019. Comment s'était Ouais. passé cette course-là qui est tout près d'ici? Tu es un gars de plus de Montréal, je pense? Oui, exact. Moi, je suis dans les Basses-Laurentides OK. depuis quelques années maintenant, donc je travaille à Montréal. J'ai fait le Trail du Grand-Duc en 2019. Ça s'était bien passé. C'était une des premières courses organisées auxquelles j'ai participé, là, donc c'était le 66 km. Plutôt bien été, là, des petits soucis au niveau de l'estomac, des petits soucis au niveau des articulations. Mais j'ai pas participé à beaucoup d'événements organisés. En fait, j'aurais aimé le faire l'année dernière, j'aurais aimé le faire un peu plus cette année. Puis, comme tu sais, Yannick, j'ai eu un petit bébé il y a quelques mois. Donc, cet été, j'ai mis les courses organisées de côté. Félicitations d'ailleurs. Merci. Mais je me suis toujours intéressé à ce que moi j'appelle des courses aventures ou des courses rando. Donc, finalement, c'était pas dans un contexte organisé. C'était souvent fait avec des amis et où là, on planifiait un itinéraire, on partait sur des longues sorties. Puis la flexibilité que m'apportait le trail puis ce genre de sortie-là a été un gros avantage. Parce que, bon, dans ma carrière professionnelle, je suis assez occupé. Maintenant, dans ma vie personnelle avec bébé, avec ma femme, on est plutôt occupé aussi. Mais j'aimerais reprendre quelques courses là, dès l'année prochaine quand la situation pandémique sera stabilisée. C'est certain. C'est une belle place, le Trail du Grand-Duc, pour faire son introduction à la trail, ou en tout cas faire participer au premier événement. J'en profite parce qu'au moment de la diffusion, on va être à quelques semaines de cette course-là. Puis les gens qui cherchent une course de fin de saison, tu sais, c'est fin octobre, c'est vraiment une belle track. Puis moi, c'est sûr que je suis vendu pour le parc La Jacques-Cartier. Fait que je me suis dit, tant qu'à en parler, envoyons un petit coup de promo, puis incitons les gens à aller essayer cette belle course-là. Ouais, absolument magnifique, tout à fait. Là, j'en suis un ambassadeur. J'ai beaucoup aimé l'organisation. C'était A1, les parcours. Puis je pense que ça se trouve à être la 3e fin de semaine d'octobre. Donc, en plus, on se trouve à être la fin de l'automne. Les couleurs étaient absolument magnifiques. La température n'était pas trop chaude. Donc, non, je ne dis pas que je vais peut-être m'y réattaquer dans le futur. Bon, mais c'est bon à savoir. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je serais curieux de voir à travers tes yeux, comme je le disais tantôt, tu ne veux pas qu'on dise expert, mais à travers tes yeux, qu'il y a une expertise là-dedans. Comment tu vois cette montée-là en puissance du trail? Tu me le disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est en termes de progression, en termes de nombre, on dirait que c'est en constante augmentation, mais c'est exponentiel le nombre de coureurs, de coureuses qui se mettent au sentier. À travers tes yeux, comment tu vois ça, cette augmentation-là depuis quelques années au Québec, puis même à l'échelle internationale? Ben écoute, si tu me vois regarder mes feuilles de temps en temps, c'est parce que j'ai prévu des notes comme un bon universitaire. C'est effectivement la discipline du trail running est dans toutes ses formes, là. Donc, on parle d'ultra trail, de trail court, moyen, long, de kilomètres vertical, tout ça. Cette discipline-là est probablement l'une des disciplines sportives les plus en croissance dans le monde depuis 10 ans. D'accord? À chaque année depuis 10 ans, là, on parle vraiment de l'international, les événements ont été doublés. La croissance est de 1000% sur 10 ans. Donc, c'est sûr que qui dit croissance, puis qui dit croissance rapide, ça vient avec un lot de défis. Un lot de défis au niveau de la gouvernance, au niveau de l'éthique, au niveau des pratiques de gestion, puis de la part d'un gestionnaire, de la part d'un expert. Quand je regarde, par exemple, les championnats du monde, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Il y a tellement de parties prenantes, puis il y a tellement de gens qui veulent occuper un poste de leadership. Tu sais, aujourd'hui, je pense que il y a les Golden Trail World Series, il y a le sommet mondial du trail qui était tagué avec l'UTMB, il y a les championnats du monde de trail en montagne, les championnats du monde de course. C'est difficile de s'y retrouver pour le participant. Cela dit, il y a des organisations, il y a des organes qui sont responsables de la régie du sport, notamment les fédérations sportives, les fédérations internationales, nationales, mais on a aussi une fédération québécoise d'athlétisme ici au Québec qui a la responsabilité non seulement de la régie, c'est-à-dire de l'encadrement de cette discipline du sport, mais qui a aussi comme mission le développement et le rayonnement de la pratique de ce sport, qui est le trail, qui est la course en sentier. J'avais fait aussi mes petites recherches avant de commencer. Évidemment, la Fédération québécoise d'athlétisme est consciente de la croissance qu'occupe le trail running actuellement au Québec. Ils ont mis en place une commission tout récemment avec des acteurs pour tout ce qui se déroule hors stade. Donc, l'athlétisme, on comprend que c'est
une tonne de disciplines. Et donc, il y a une commission d'experts qui voit à assurer le bon développement et le rayonnement de ces différentes disciplines. Je crois que Marlène Côté de Arikana, que tu as déjà reçu, siège sur cette commission. Okay. Il y a des athlètes, je crois que Sarah Bergeron-Larouche siège sur cette commission à la Fédération. Et ça, c'est important qu'il y ait des acteurs de notre communauté, un terme qu'on va aborder tout à l'heure. C'est hyper important que nos acteurs s'y impliquent, siègent sur ces comités, soient présents sur ces comités, parce que si on veut que les valeurs ou la culture ou ce qu'on appelle communément l'esprit trail, là, c'est un terme parapluie, ça veut tout dire mais rien dire à la fois, mais si on veut que l'esprit trail vive dans les années à venir, ben on a besoin d'implication, on a besoin de gens qui vont sur ces comités. Très souvent, tu sais, c'est une implication de nature bénévole, tout comme l'organisation des courses, c'est peut-être 1, 2, 3 employés, un promoteur, mais encore, c'est des centaines de bénévoles. Et la professionnalisation de la gestion, donc ce que tu as mentionné, l'amélioration des pratiques de gestion, il faut que ça soit supporté par de la formation, il faut que ça soit supporté par des normes, par de la normalisation. Et finalement, il faut que ça soit supporté par la valorisation du sport ici au Québec, au Canada et à l'international. Dans le fond, je ne savais même pas en fait que les courses de trail étaient reliées, ou en tout cas pas reliées, mais qu'il y avait la Fédération québécoise d'athlétisme qui chapeautait un peu tout ça. Ouais. C'est quoi l'implication, c'est quoi le lien entre nos courses qui se passent, les événements trail, puis cette fédération-là qui de par son nom, doit gérer beaucoup de sports. Donc, le trail, c'est un parmi tant d'autres. Beaucoup de sports, beaucoup de membres aussi, parce que le sport business des fédérations sportives, c'est d'avoir des membres, c'est d'avoir des événements. En fait, et je ne crois pas qu'actuellement, l'ensemble de nos événements trail au Québec soit sanctionné par la Fédération québécoise d'athlétisme. Cette sanction vient avec certaines dépenses, certains coûts qui sont associés selon la taille de l'événement et tout ça. Un événement sanctionné par une fédération, c'est un événement aussi dans lequel il y a des assurances aux participants, donc en cas de blessure, en cas de tous ces éléments, en cas d'abandon. Et pour moi, c'est important, puis si on a des promoteurs, si on a des gens des événements qui nous écoutent, c'est important de s'associer à ces grands mouvements parce que le sport, de par sa nature compétitive, là, on le comprend, puis là, je le dis dans toutes les disciplines, on est constamment en compétition. Bien que le sport puisse être dans une perspective de plaisir, de pratique, ce qu'on appelait l'amateurisme, mais la nature du sport, elle est sportive, elle est compétitive, on veut se dépasser. Dans les pratiques de gestion, il y a quelque chose qui est super intéressant, de plus en plus est étudié. Il y a la notion de coopération puis de compétition. C'est-à-dire que des événements au Québec, moi, je suis heureux de le voir, puis je suis heureux de l'entendre des différentes personnes à ton micro. On a des promoteurs d'un événement, par exemple le QMT, tu parlais de Jean Fortier tout à l'heure juste avant, ou Arikana avec Marlène Côté. Ces deux événements, si on les prend de façon isolée, ils sont en concurrence au niveau de l'inscription du participant. Quand ils ont la même clientèle, certains participants vont participer aux deux, certains vont devoir faire un choix. Donc, il y a une certaine concurrence sur le dollar client. Cela dit, cette concurrence-là ou cette compétition-là, elle ne doit pas miner la coopération qui est mise en place entre ces organisations-là. Parce qu'il y a de la responsabilité des organisations, des promoteurs, des fédérations. Pour moi, il y a un écosystème de parties prenantes qui doit travailler ensemble au développement puis au rayonnement de la discipline. Le sport, je te le dis, Yannick, trop souvent évolue en silo. C'est-à-dire qu'on a une personne, souvent un leadership qui a ses propres intérêts, un ego souvent trop surdimensionné et donc va travailler à développer son événement, son offre de service. Mais la réalité, c'est que plus le trail va être populaire, plus il y aura de participants, plus il y aura une valorisation, une promotion de notre discipline, ça va bénéficier à tout le monde. Ça va bénéficier à l'ensemble des événements. Ça va bénéficier. Quand je parle de parties prenantes, on pense souvent aux athlètes, on pense aux promoteurs, mais ça va plus loin que ça. On pense aux villes hôtes, aux villes qui accueillent ces événements. On peut penser même aux grands magasins de détail, aux petites boutiques spécialisées, tout ça. Ce sont des parties prenantes de l'écosystème et tout ce monde-là doit s'entendre et parler d'une voie commune pour le développement de notre sport puis de notre industrie sportive québécoise. Oui, j'ai l'impression qu'en ce moment, naturellement, ces événements-là se parlent parce qu'ils ont des réalités semblables. Tu sais, je pense que, je ne me rappelle pas si c'est Marlène ou Gilles Poulain du Bromont Ultra qui m'en parlait que l'an passé, en mode COVID,
Arikana est devenu un petit laboratoire de comment on peut faire ça pour répondre aux normes COVID parce que c'était le premier événement qui vivait ça. Mais je pense qu'il y avait eu dans le courant de l'été une belle association, pas officielle justement, mais une discussion qui se passait entre Jean Fortier du Québec Méga Trail, Marlene, puis plein d'autres événements. Mais c'est ça, il n'y a pas de cadre officiel qui unit ces courses-là, mais je pense que de par la philosophie, de par l'esprit trail dont on parlait tantôt, naturellement, il y a des liens qui se font. Puis, tu sais, si je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que Jean Fortier a été le directeur de course d'Arikana pendant des années. Puis, Marlene aide la gang de Beluga Trail, puis le Big Wolf. Puis, tu sais, les gens sont impliqués un peu partout, mais c'est de manière, c'est pas officiel sous une gouverne d'une association indépendante. Exact. On parlait de la Fédération québécoise d'athlétisme, mais il y a aussi à travers ça l'ITRA, dont on a souvent parlé ici, 4 lettres qui veulent dire l'International Trail Running Association. Puis en fait, j'en profite pour remercier Jean Fortier parce qu'on a parlé, lui et moi, plusieurs fois de ça en dehors du micro, de l'annonce du TMB puis de tout ça. Puis en préparation de notre discussion, Samuel, j'ai parlé à Jean parce que je voulais comprendre de son point de vue, lui, d'organisateur, certaines affaires que moi, je ne comprenais pas puis qu'on restait sans question précisément par rapport à l'UTMB puis ce qui se passe, ce qu'ils ont annoncé. Mais il me disait aussi que l'ITRA, ça va bien au-delà de cumuler des points pour des courses. Puis cette portion-là change dans le nouveau modèle, puis on en parlera ou pas plus tard. Mais l'ITRA, quand même, quand tu as une course sous l'ITRA, il y a des assurances qui viennent avec ça. Il y a, justement, il me disait, la TDS, là, malheureusement, il y a quelques semaines, il y a eu un décès. Ben, c'est pas l'UTMB de ses poches qui paye pour l'hélicoptère que tu allé le chercher. C'est une question d'assurance et tout. Fait que tu as la Fédération québécoise d'athlétisme qui régit d'une certaine manière nos courses, si on regarde à l'échelle du Québec. Tu as l'ITRA qui gère, qui supervise, en tout cas, ou en tout cas qui est associé à certaines courses, mais pas toutes. Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs niveaux comme ça complique la chose ou c'est une bonne chose? C'est une excellente question. Je ne connais pas parfaitement le modèle propre à celui de l'ITRA. Ce que je sais, par exemple, parce que ces espèces de paliers au niveau de la régie du sport, on a par exemple un palier provincial ici, qui est une fédération québécoise. On a la fédération nationale, on a Athlétisme Canada, qui, lui, chapeaute les différentes fédérations pour le Canada. Puis il y a une fédération internationale, donc la Fédération internationale d'athlétisme. Depuis 2015, il y a une reconnaissance de la Fédération internationale de la discipline qui est le trail. Et je crois qu'il y a une relation d'affaires ou une collaboration entre cette fédération internationale qui régit toutes les différentes disciplines associées à la course, à l'athlétisme, dont le trail, et l'ITRA. Tu vois, bien évidemment, l'ITRA, c'est bien au-delà d'un système de points. Je pense que dans les annonces qui ont été faites, dans les critiques qui sont portées, par exemple, à l'endroit de l'UTMB ou même de l'ITRA, bien, il faut savoir que l'ITRA a été créé ou du moins a été initié par le même groupe d'individus qui est à la tête de l'UTMB. Et donc ça amène évidemment certaines craintes quant aux déclarations d'intérêt, quant à la saine gouvernance. Parce qu'effectivement, il y a habituellement des règlements généraux qui statuent sur les différentes marches à suivre. Le sport n'est pas à l'abri des dérives. Hein. On le sait, il y a eu différents scandales, que ce soit des scandales de dopage, que ce soit des scandales de gouvernance, tout ça. Donc, il faut s'assurer que les gens en poste dans ces différentes fédérations soient en mesure de prendre des décisions éclairées et aient déclaré leurs intérêts avant de procéder. Parce que les décisions qui se prennent au niveau de l'ITRA, par exemple, la Fédération internationale, ont des répercussions jusqu'ici au Québec. Ah oui. Et donc, ces personnes-là, et je sais que l'ITRA a des représentants dans différents pays, on a un représentant canadien qui siège sur l'ITRA, cette personne, elle a la responsabilité aussi d'assurer notre représentation canadienne, notre représentation québécoise auprès de la communauté internationale. Et donc, ça va bien au-delà d'un système de points, tu le disais, il y a un système d'assurance, puis il y a un système où je crois que le sport, vu sa croissance, que je disais tout à l'heure, 1000% de croissance en 10 ans, devra à un moment statuer ou normer un peu ce qu'est le trail. Et puis, quand on parle de normer ou de standardiser, c'est aussi parfois un sujet délicat. Les gens, les puristes de ce monde n'aiment pas les normes, n'aiment pas les règles. Mais il n'est pas question ici de changer la culture de notre discipline, mais
de la rendre peut-être plus inclusive, plus accessible, de comprendre ce qu'est le trail. Et moi, il y a différents modèles, puis tu sais, on parle de trail court, de trail long, d'ultra trail, tout ça. Actuellement, il y a certaines organisations qui statuent. Par exemple, le trail court, c'est 20 km, le trail long, c'est 50 ou 80, l'ultra trail, c'est plus que 100. Mais ça reste que c'est pas encore, je sais pas, à moins que tu peux me contredire sur le sujet, Yannick, mais c'est pas toujours facile s'y retrouver. On est lancé à gauche et à droite dans les distances, dans les disciplines. Et pour le mieux-être de notre sport, je crois qu'à un moment, il sera important de statuer sur ce qu'est le trail, qu'est-ce que ça représente. Est-ce qu'une course qui allie moitié béton, asphalte, bitume, moitié trail, mais est-ce que ça représente le trail? Ça, je ne suis pas certain que si encore aujourd'hui, on est capable de statuer sur des normes et des règles. Puis pour le participant, pour le client, comme toi et moi, ben, ce serait plus facile de faire des choix éclairés si ces normes étaient mises en place. Oui, effectivement. Tu sais, mettons juste la définition de l'ultra elle-même. Pour bien des gens, c'est tout ce qui dépasse le 42 km. Fait que la semaine prochaine, je m'en vais faire les 2,42 de l'Ultra Trail Arikana. Un qui est 42,4, l'autre 42,7. Bon, on est plus long ou 43 km. On est plus long que le 42 km classique du marathon. Donc, c'est un ultra. Exact. Ou est-ce que ça commence aux 50 kilos? J'ai déjà entendu, ah non, tant que c'est pas un 50 000, c'est pas un vrai ultra. Puis j'ai entendu des puristes qui disent, ben, en bas de 100 000, c'est pas un vrai ultra. Bon. Exact. Qui a raison, on ne sait pas, puis est-ce qu'on s'est besoin de le savoir? Ben, en ce moment, non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que des fois, c'est dans les attentes aussi, puis c'est ce que moi, j'aimais de l'ITRA comme outil de recherche, au-delà de la philosophie derrière ça, puis ils ont quand même des valeurs de faire vivre les valeurs trail, puis quand tu vas sur leur site, il y avait cette portion-là, il y avait les points qui, j'avais l'impression qu'ils ne servaient qu'à l'UTMB ou quelques courses de l'Ultra Trail World Tour. Une cote qui concerne les élites, puis pour le reste du monde, moi, que j'aille 530 ou 600 de cote ou 480, on s'en sert complètement, ça donne rien du tout. Mais il y avait cet outil de recherche qui était vraiment le fun parce qu'on pouvait chercher, je m'en vais en Arizona entre telle date et telle date, je cherche des courses qui ont X nombre de points. Ça te donnait un genre de degré de difficulté. Tu savais que quand il y avait un 50K de 3 points, comme le Québec Méga Trail, ou un 50K de 2 points, comme bien d'autres que j'ai pu faire, mais tu sais qu'il y a un degré de difficulté différent, alors que tu as des 50 000 qui ont 3 points. Tu sais, ça donnait un peu une idée, mais il y avait des points de montagne aussi, des cotes de montagne. Ça, je n'ai jamais trop compris, mais je pense qu'il y avait un peu ça qui s'en allait vers là, une espèce d'outil de standardisation. Puis même la cote ITRA est un calcul extrêmement complexe, mais permettait de standardiser puis permettait de comparer Kilian qui s'en va faire Sierzinal, qui est un marathon de montagne hyper abrupt, mais très court. La cote que ça lui donne, comparé à la compétition, par rapport au degré de difficulté de la course, on pouvait comparer avec Jim Wamsley qui gagne Western State. Fait que les cotes servaient peut-être à comparer les performances. Mais encore là, ça sert à très peu de personnes, alors que tu as plein de membres qui payaient 3 € par année pour être membre de l'ITRA. Puis au final, le mid-packer moyen, lui, savoir que sa performance du samedi vaut 512 points en cote ITRA. Exact. Désolé, mais fuck all. Tout à fait. Puis il y a quelque chose d'intéressant que tu dis, Yannick, sur la standardisation ou la normalisation. Tu sais, oui, au niveau du degré de difficulté, mais il faut que ces organisations de régie du sport puis que les promoteurs standardisent tout ce qui touche la logistique, la sécurité. Tu sais, il y a un événement tragique qui est arrivé en Chine il y a quelques mois, dans lequel il y a 21 coureurs qui sont décédés. Il y a une enquête qui a été menée, une enquête indépendante suite à la course qui a révélé que les promoteurs n'avaient pas mis en place des pratiques sécuritaires, qu'il n'y avait pas une logistique adéquate entourant l'événement. Tu sais, là, on parle d'un drame humain, on parle de 21 personnes qui sont décédées. Le gouvernement chinois a interdit tout ultra trail par la suite. Donc là, c'est dommage parce qu'on a un sport qui est en pleine croissance, qui finalement est freiné par les pratiques d'un ou quelques individus qui ne répondaient pas à ces standards de logistique, de sécurité. On pratique un sport qui est plutôt dangereux, d'accord? Je ne dirais pas que c'est un sport extrême, mais c'est un sport qui se pratique en nature, parfois en zone alpine. Et donc, il y a les risques qui sont associés à ce sport et bien évidemment, le risque zéro n'existe pas. Tu parlais du décès du coureur tchèque, je crois, à l'UTMB il y a quelques semaines. Puis, donc, ça, c'est un parfait exemple, je crois, du risque que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que l'UTMB, en plus de 15 ans de vie, n'avait pas connu ce genre de situation depuis sa création. Et je suis convaincu que
toutes les mesures en place étaient prises pour éviter cette situation. Malheureusement, c'est arrivé, puis je suis certain qu'il y aura un audit complet de leur processus de sécurité, logistique, tout ça. Mais malheureusement, c'est arrivé. Mais il faut que partout, il y a des standards et que le participant, finalement, quand il s'y inscrit, puis pas besoin d'aller en Chine ou pas besoin d'aller en Europe, dans les Alpes, il y a des événements au Québec qui, je crois, qui ne sont plus aujourd'hui, n'ont pas su appliquer certaines normes et standards, et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ces événements ont disparu de la carte. Parfois, il y a des participants qui ont été floués là, monétairement, qui ont perdu leurs inscriptions. Puis je ne mets pas la faute uniquement sur le promoteur, comprends-moi bien, mais s'il y avait eu des bonnes pratiques préalablement à ces situations, on aurait peut-être évité. Parce que c'est la marque Trail, que ce soit l'événement X, Y ou un autre, quand ça survient, là, je ne parle pas de décès, mais quand, par exemple, un événement retient les fonds, s'en va, fait faillite, tout ça, ça nuit à l'image de marque du trail. Puis les participants, ils se retrouvent frustrés. Non, exact. Puis, tu sais, j'aime ta prudence. Moi, je me permets de le dire parce qu'on sait un peu à quoi tu référais, mais tu sais, l'Ultra Trail du Mont-Albert a miné, tu sais, j'en parlais avec Jean-François Tapp, puis pour des gens en Gaspésie, ça l'a miné. Ah oui, toi, tu gères l'Ultra en Gaspésie là, qui est allé en quête à Radio-Canada. Non, c'est deux choses différentes. C'est aussi niaiseux que ça l'a miné à l'échelle même du Québec ou du Canada. OK, il y a un trail en Gaspésie qui est mal géré. On ne sait pas trop c'est lequel, puis ça le nuit indirectement peut-être au Gaspésia, qui n'est pas du tout le même événement. Exact. Puis, là, c'est une nouvelle organisation qui le reprend, qui est complètement nouvelle, le Trail des Chic-Chocs, mais je pense qu'ils sont sur le même terrain de jeu que cet événement-là où il y a eu des on n'entrera pas dans le détail, il y a un épisode complet à faire là-dessus, puis ça ne m'intéresse pas, je laisse ça en quête, mais c'est ça, ça nuit à tout le monde, je pense, ce genre d'affaires-là. Je trouve ça intéressant quand tu disais de standardiser aussi les pratiques, ou en tout cas avoir une espèce de saut de garantie, parce que, tu sais, moi, dans ma tête de jeune coureur qui commence à faire de la trail, qui ne connaît pas trop ça, l'ITRA, l'International Trail Running Association, ça sonne bien officiel. Moi, quand je me disais, une course qui ITRA, il y a certains standards. Oui. Et au final, bon, pas vraiment. J'ai fait des courses ITRA aux États-Unis, puis son ITRA, puis je ne les faisais pas pour cette raison-là, mais comme l'outil de recherche permettait vraiment de circonscrire des dates, des moments, c'était le fun de pouvoir chercher, comme je le disais tantôt. Je ne dis pas que c'est des mauvais événements que j'ai faits, au contraire, c'était des courses très cool, mais le niveau de sécurité, je me suis jamais senti en sécurité comme je peux me sentir en sécurité dans un événement comme le Québec Mega Trail ou plein d'autres courses. Puis je pense que c'est le fun, les événements très, très puristes et tout, mais parfois, c'est pas tant une question de l'organisation qui est puriste. Tu pars une course qui est très puriste, mais que les moyens de sécurité sont en place, sont tous là pour te sauver, peu importe si la ligne de départ est tracée à la peinture ou si c'est un arche qui a coûté 2500$. On s'entend. Exact. Tu peux garder l'élément puriste, mais tout en assurant une certaine sécurité. Puis, effectivement, pour le coureur ou la coureuse qui part faire une course à l'international, ça peut être sécurisant s'il y avait une espèce de saut de garantie que cette course-là est Samuel Proof. Hein? Exact. Et puis je me permets de l'ajouter parce que j'ai pas d'intérêt auprès d'aucune des fédérations. Là, je suis très neutre dans mon approche, mais je sais que tu parles de saut. En fait, le terme utilisé dans les fédérations, c'est une sanction. Okay. Puis la sanction trail, elle est développée, elle existe. Donc, et je ne sais pas où ils en sont dans sa promotion, mais de plus en plus, je pense qu'on va être porté à voir des événements sanctionnés, Fédération québécoise d'athlétisme, et donc qui vont répondre à certains, ce que tu disais, à des standards. Encore une fois, la difficulté, c'est d'avoir une norme à l'international. Et donc là, il y a un leadership important de la part des instances internationales vers le national, vers le provincial. Ouais. Puis, tantôt, tu as effleuré le sujet aussi, mais tu sais, on avait l'impression que l'ITRA, quand on ne savait pas ce que c'était une fédération internationale indépendante qui n'a pas d'intérêt, qui gère toutes les courses. Puis finalement, tu te rendais compte que pas tout à fait. Puis je pense que, tu sais, je prête aucune mauvaise intention à l'organisation de l'UTMB. Puis, je veux dire, on vient de ressortir de cette fin de semaine-là, puis il crée un événement qui ne peut que attiser le feu ou qui ne peut que mettre de l'huile sur le feu, de la passion de n'importe qui l'écoute. On en parlait avant de commencer à enregistrer. T'écoutes ça, t'as juste le goût de partir courir. Moi, l'UTMB 2018, quand je me suis assis puis j'ai regardé ça, je suis passé d'un gars qui s'intéresse un peu à la trail à
le débile que je suis qui ne lit que là-dessus. Tu sais. Ouais. Ils ont vraiment une façon de transmettre même les valeurs de ce sport-là. Puis, bref, tout ça pour dire que ça demeure que dans l'annonce du TMB World Series qu'il y a eu avec Ironman et tout ça, je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est que les gens voyaient déjà un peu des pratiques particulières de ce groupe-là, ne serait-ce que l'ITRA, l'International Trail Running Association, n'était pas indépendante, c'était fondé par les Poletti, la famille qui gère le TMB. Les courses qui sont sur l'ITRA officiellement doivent avoir leurs traces, leur tracé, leur parcours sur Trace de Trail, qui était un logiciel, un site web géré par les Poletti. L'Ultra Trail World Tour, qui semble une espèce de série internationale dont fait partie le TMB, est aussi fondé par les Poletti. Après ça, est-ce que c'est encore eux qui siègent comme président? L'ITRA, ça a changé de présidence et tout ça, mais ça reste que tout finissait tout le temps par tourner autour du TMB. Ça converge toujours vers l'UTMB, peu importe ce que c'est. C'est difficile d'avoir une vision indépendante. Puis, l'ITRA, ça rassemblait 4500 événements, mais ça reste que c'est géré par un événement. C'est comme si, à petite échelle, le Bromont Ultra partait la Quebec International Trail Running Association, puis toutes les courses du Québec devaient ramasser des points pour le Bromont. Puis, au final, le Bromont gère aussi le logiciel qui met le tracé. Puis je prends le Bromont comme exemple parce que j'ai la personne qui est clairement à l'opposé de tout ça. Mais c'est ça, c'est que c'est une course qui fait les calls, qui donne l'impression de gérer le monde au grand complet. Oui, tout à fait. Puis les Français appellent souvent ça le sport business, là, pour reprendre l'accent français. Puis effectivement, l'UTMB, je pense que, fondé il y a 17 ans ou 18 ans, a su se positionner, si on parle en termes stratégie, a su se positionner comme le leader à l'international en termes d'événements. Après, j'ai écouté quelques podcasts, j'ai lu les communiqués de l'UTMB, de la famille Poletti, tout ça. Je pense que ce groupe d'individus a fait beaucoup pour le trail, pour son développement, pour son rayonnement, sa promotion. À un point où probablement qu'ils n'avaient pas anticipé la croissance qu'allait connaître l'UTMB et aussi la pratique du sport à l'international. Ils se sont retirés de certains de ces projets. Tu l'as dit, la présidence de l'ITRA a été remplacée et je crois que c'est le genre de décision pour le mieux pour notre discipline sportive. Par la suite, tout ce qui touche la croissance de la marque UTMB ou la croissance de l'événement UTMB, parce qu'il faut quand même les distinguer, de la semaine UTMB et là, avec l'alliance ou ce que les gens ont appelé le partenariat ou l'achat de l'UTMB par Ironman, à travers ça, il y a des opportunités de croissance pour le groupe. J'écoutais la présidente de l'UTMB à travers un podcast qui disait, il y a 6 ans, il y a 10 000 participants à la semaine de l'UTMB, là, soi-disant, à peu près. Il y a 10 ans, il y avait 10 000 places, 15 000 inscriptions. Donc, il était saturé à 10 000. 3 ans plus tard, il y avait 10 000 places, 30 000 inscriptions. Donc, il était encore saturé à 10 000. Aujourd'hui, le contexte COVID a peut-être ébranlé un peu les structures, mais il y a 10 000 places encore. Ils ne peuvent pas augmenter le nombre de participants. L'UTMB ne peut pas grimper de 10 000 à 100 000 places. Il y a une dimension terrain qu'il faut respecter. Et donc, c'est une marque, c'est une propriété, c'est un événement à saturation. D'accord? Pour cet événement, pour la marque UTMB, ils ont cherché à développer une croissance qui allait bien au-delà de l'événement UTMB. C'est là où que l'alliance avec le groupe Ironman a pris forme. Parce que, on en parlait tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, Yannick, l'Ironman, aux yeux du groupe UTMB, était une menace. Qu'il y ait eu cette alliance ou pas, là, Ironman aurait initié un nouveau circuit, un autre circuit, à l'exemple de ce que Spartan a fait aussi. Puis on se serait retrouvé avec un acteur supplémentaire, un grand joueur, un promoteur. Et donc, l'industrie événementielle du trail à l'international aurait encore été fragmentée, puis il y aurait eu des parts de marché divisées. Avec ce qui s'est passé avec Ironman, l'UTMB et Ironman, qui étaient des menaces réciproques, sont devenus des alliés stratégiques. Okay? Et cette alliance stratégique-là va permettre le développement de la marque, le développement d'événements à l'international. Comme tu sais, le groupe Ironman va piloter le développement d'événements by UTMB sur le territoire Amérique du Nord. Et puis, le groupe UTMB Europe va s'assurer de développer sur le territoire, je crois, Europe et Asie. Donc,
les gens ont réagi là, dans les extrêmes. Moi, quand j'ai pris connaissance de la nouvelle, ben, évidemment, je pense qu'il s'agit d'une communication délicate et peut-être maladroite, mais en soi, je suis content qu'il s'agisse du groupe UTMB qui développe ou déploie des événements versus un nouveau joueur qui aurait été Ironman, qui aurait joué solo. Puis, il y a quelque chose de super. Les gens ils ont même utilisé un terme, ils ont dit que UTMB allait se Ironmaniser. Là. Donc, finalement, qu'on tomberait dans des événements sport-spectacle réservés aux élites, à l'image de ce qui se fait à Hawaï avec le championnat du monde de Ironman. Mais il y a une distinction à faire entre Ironman, le triathlon Ironman et le trail ou l'ultra-trail. Ironman est propriétaire non seulement des événements, mais a enregistré une marque qui est une discipline sportive en soi. Donc, si tu veux compétitionner un triathlon endurance là, de type 3,8 km de nage, 180 vélos et un marathon pour terminer, ben, tu dois participer à un événement Ironman. L'UTMB n'est pas propriétaire de l'ultra-trail. Si l'UTMB ne réussit pas à se positionner puis à conserver la culture, les valeurs, puis finalement devient qu'un véhicule mercantile là, qui veulent juste faire de l'argent, puis c'est très souvent vu dans les différents articles, ben, la clientèle, le public, toi et moi, on va se tourner vers d'autres organisations qui vont saisir les opportunités manquées par l'UTMB. Fait qu'il faut comprendre, le Ironman, il possède un sport en entier. L'UTMB ne possède pas l'ultra-trail. On a des opportunités. La France est je pense, un pays modèle quant au développement du trail. Ils ont su, on parlait de fédération tout à l'heure, là, eux, ils ont un modèle de développement de l'athlète. Ils ont des planifications pour le développement à long terme des athlètes. Donc, il y a une structure qui permet déjà à des plus jeunes de s'initier à la pratique de la course en montagne, de la course en sentier, ce qui est absent actuellement chez nous. Très souvent, tu le sais, là, les athlètes qu'on voit, même nos élites, viennent soit du triathlon, ils viennent de l'athlétisme universitaire, tout ça. Mais moi, j'ai espoir que dans 10 ans, on voit finalement des athlètes. Ma fille qui a aujourd'hui 4 mois, ben, quand elle entre au secondaire, elle va peut-être s'initier au trail parce qu'il y aura une structure puis un modèle de développement. Mais en France, ben, il y a des événements de trail tous les week-ends, comme aux États-Unis. Et donc, si l'UTMB ne réussit pas à assurer son positionnement et être conforme aux valeurs fondamentales du trail, ben, ils vont perdre des parts de marché, puis les gens vont se tourner vers de nouveaux groupes, de nouveaux événements. Je pense que, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, puis on ne peut pas être contre la professionnalisation du sport. Puis tu sais, moi, j'ai eu cette discussion-là, on dirait que c'est un peu la discussion de l'année parce que l'UTMB est un peu l'épicentre du trail. Comme tu dis, ne possède pas le sport lui-même, mais est un peu l'épicentre. Puis j'ai eu la discussion souvent de manière informelle après une entrevue ou dans un événement trail avec deux types, tu sais, des coureurs, des coureuses qui aspirent à une genre de professionnalisation du sport, des athlètes élites à échelle Québec qui auraient le potentiel s'ils continuent de justement faire ce que peut-être Mathieu Blanchard a fait il y a quelques semaines, c'est-à-dire être sur le plus gros stage du monde puis performer. Puis on ne peut pas être contre la professionnalisation du sport. C'est un milieu qui est encore très précaire, puis c'est un sport qui devient très populaire, mais il n'y a pas une réelle professionnalisation. En tout cas, très peu d'athlètes en vivent. Tu sais, Mathieu Blanchard est 3e à l'UTMB. Mathieu Blanchard travaille aussi pour la Clinique du coureur. T'entends parler de Thibaut Barognan, qui c'est sa première saison cette année, je pense, qui faisait plus de consultations comme physio ou kiné. Il y a quelques athlètes qui reçoivent de tout ça. Pour les Kilian et Anton de ce monde qui en vivent à cause de la commandite, la très grande majorité des athlètes élites n'en vivent pas. Puis moi, en tant que fan du sport, avant d'être un coureur, oui, je souhaite que nos professionnels, je souhaite que des Anne Champagne, puis des Elliott Cardin, puis nos super athlètes québécois puissent passer plus de temps à se préparer pour qu'ils puissent performer à la hauteur de leur talent parce qu'ils ont le temps de le faire, parce que le sport permet d'être professionnel. C'est ma parenthèse. Je suis tout à fait pour cette professionnalisation-là. Oui. Par contre, pour le pratiquant moyen du sport, la très grande majorité, 95-98% des athlètes qui pratiquent le trail le font comme toi et moi, c'est-à-dire pour le fun. Mais l'UTMB demeurait un rêve possible. Puis j'ai parlé à plein de personnes dans mon podcast qui ont fait le système de loterie, qui ont finalement été pigés. Puis ça permettait ça parce que tu pouvais accumuler tes points ITRA dans 4500 événements.
Fait que moi qui habite à Québec, j'ai pu faire mes points pour la CCC en courant dans ma cour arrière, en courant au Mont-Saint-Anne, au QMT, en allant à Charlevoix, en allant à Ultra Trail Academy, peu importe. C'était facile parce que plein de courses permettaient d'avoir 2 points, 3 points. Puis l'UTMB disait, si tu veux mettre ton nom dans le chapeau pour la loterie, fais 2 courses de 3 points, puis tu peux participer à la CCC. Là, le nouveau système qu'ils ont annoncé, oui, pour les athlètes élites qui ont Salomon ou Oka ou peu importe qui paye leur voyage puis tout, c'est possible d'aller faire des courses qualifier qui finalement ne permettent pas de se qualifier. Il y a les courses qui vont être events, qui là, tu peux ramasser des cailloux. Puis là, quand tu as assez de cailloux, tu peux passer à l'étape suivante. Tu sais, pour l'élite, c'est peut-être plus possible, davantage possible. Mais par contre, pour le mid-packer moyen, qui rêve d'aller faire l'UTMB, comme on en a vu plein, là, je veux dire, tu en as 100 qui font ça en dedans de 25-26 heures, puis tu as la balance qu'ils le font en 30, 35, 40. On a vu le monsieur arriver un peu croche parce qu'il avait le dos bloqué. Il a fini ça en 46 heures, 47 heures. Mais ça reste que c'est ces gens-là qui font vivre l'UTMB beaucoup plus que l'élite qui a ses passes gratuites pour la course. C'est le mid-packer qui paye 400-500 € pour aller faire la course, qui s'en va dépenser à Chamonix de ses propres moyens, qui s'achète ses espadrilles avec ses propres moyens, qui font vivre les équipementiers, qui font vivre les événements. Mais c'est ces gens-là, de ma perception, de ma lecture, qui perdent au change dans cette affaire-là, parce que là, tu n'as plus 4500 courses pour ramasser des points pour faire la loterie. Tu as une centaine d'événements à l'échelle du monde. Au Canada, on ne sait pas quelle course on va pouvoir aller faire. Mais moi, si là, j'ai la chance, je vais faire la CCC l'an prochain. Si je rêve l'UTMB dans les 40 prochaines années, dans le système actuel, il va peut-être falloir que j'aille faire une course quelque part aux États-Unis, que je ramasse des roches, puis après, quand j'ai assez de roches, je ramasse un billet. Puis le système est vraiment compliqué pour la très grande majorité des pratiquants du sport qui font vivre ces événements-là. C'est là mon point. Fait que, d'une part, comme fan du sport, pour résumer ce que je viens de dire en 10 minutes, je suis très heureux pour la professionnalisation de notre sport, puis je suis très heureux pour nos athlètes élites qui nous font vibrer comme fans du sport, parce que cette professionnalisation-là, puis cette officialisation-là, cette alliance-là, va peut-être plus leur faciliter la vie, va permettre qu'on ait plus de gens qui peuvent faire le sport de manière professionnelle. À l'opposé, je suis vraiment partagé parce que le mid-packer moyen qui fait vivre ces organismes-là se retrouve perdant. Mais là, c'est ma lecture. Je sais pas tout à fait. Puis, je suis assez d'accord. Puis je pense, Yannick, qu'il faut, face à l'annonce qui a été faite, tu es un spécialiste des communications, on en a discuté tout à l'heure. Il y a eu un peu un faux pas au niveau de la communication, du communiqué de presse, des relations publiques, de la présente de la situation. Je pense que le temps nous le dira. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, je comprends tout ça. Le temps nous le dira dans la mesure où là, ils ont parlé une première année de 30 événements qui seraient by UTMB. Ils ont parlé de 100 événements par la suite. Il va y avoir une croissance. Et donc, le groupe, l'alliance stratégique formée entre Ironman et UTMB va s'adapter aussi à l'offre et la demande. D'accord? Donc, la clé, c'est réussir à harmoniser la professionnalisation des élites et des, disons, amateurs ou du mid-packer. Et là, on a effectivement des défis de taille. C'est-à-dire que la professionnalisation des élites, ça peut passer par effectivement de la commandite, ça peut passer par des bourses aux événements. Moi, je suis estomaqué de voir encore le plus grand événement de trail au monde, donc l'UTMB. Je pense qu'aujourd'hui, puis je ne suis pas certain, tu pourras me corriger, Yannick, François Den, qui remporte pour une 4e fois l'UTMB une performance hors pair, je pense que la bourse offerte est de 10 000 $. La bourse offerte pour remporter Kona en triathlon, on parlait d'Ironman tout à l'heure, je pense qu'elle avoisine les 200 000 $ US. Donc, il y a une grosse distinction. Et donc, de développer une culture du sport ou une professionnalisation pour les élites, bien, ça va évidemment permettre à nos athlètes ici aussi de vivre de ce sport. Puis ça, moi, je l'encourage parce que ces élites sont une inspiration pour toi et moi. Voilà. Et donc, dans l'image de marque de notre sport, il faut des modèles. Tu sais, un gars comme François Den, un gars comme Kylian, un gars comme Anton, puis un gars comme Mathieu Blanchard vient d'ici, inspire des participants, des gens qui ont peut-être jamais mis les pieds dans un soulier trail à l'essayer. Et donc, ce premier contact avec le sport est grandement inspiré par nos élites. Donc, ça, c'est une chose. Après, pour le participant moyen, effectivement, il se retrouve un peu confus, perdu dans les présentes annonces.
Mais je vais revenir à mon propos tout à l'heure. Le temps nous le dira. Moi, je crois qu'il y aura une croissance, un développement, une harmonisation des événements et dans lequel j'ose espérer, là, puis c'est mon souhait, qu'on arrête de fragmenter notre discipline, notre sport. Il y a plein d'intérêts qui vont bien au-delà de ce groupe. On n'a pas parlé encore des équipementiers parce que ce qui fait vivre nos élites dans le trail aujourd'hui, c'est pas les courses, c'est pas les promoteurs, c'est les équipementiers. Tu le disais, c'est Salomon. C'est pas le 10 000 qu'il y a à l'UTMB, puis Hard Rock, je sais même pas ce qu'il te donne. Peut-être qu'il te donne littéralement une vraie roche. Tiens, voilà, bravo. Ouais, exact. Ou un bol de bière. Ouais, c'est ça. C'est correct. Ben oui, mais c'est le fait qu'il gagne sur ces plus grands stages-là que le Salomon doit lui verser quelque chose. Bon, François Denis est vigneron aussi, fait que je pense qu'il y a un bon plan B, mais effectivement, en ce moment, il n'y a personne qui vit des bourses. Non. Dans ce sport-là, ils vivent des commandites. Je pense que Spartan, pour faire une petite parenthèse, Spartan, quand il avait annoncé qu'il allait se lancer dans le trail, offrait quelque chose de plus gros quand même. Je pense que c'est là qu'il se démarquait, puis c'est là qu'ils vont peut-être aller chercher certains élites comme ambassadeurs, dont Pau Capel. Spartan arrivait en disant c'est un sport où en ce moment les bourses sont ridicules. Nous, on va faire une série. Spartan, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans le temps que je faisais des Spartan Race, c'était Reebok qui était derrière ça. C'était encore là une grosse machine marketing, grosse machine monétaire. Puis il offrait des plus grosses bourses. Mais là, Spartan sont arrivés, on a annoncé ça en 2020. Ça, je ne sais pas où ça en est, c'est quoi leur plan pour les prochaines années. On savait que la Trans-Gran Canaria puis la Patagonia Run en Argentine avaient quitté le Total World Tour pour là devenir dans la série Spartan. Mais je ne sais pas trop où ça va venir. Puis c'est sûr que Spartan était peut-être une menace pour le groupe UTMB. Et là, ils viennent de, comme tu le disais tantôt, faire une alliance stratégique qui fait qu'ils ne doivent pas avoir bien peur de la Spartan Trail Series. Là. Je pense pas. Puis, tu sais, les joueurs que sont les équipementiers, là, les Salomon, les Oka, les différentes marques, c'est des joueurs majeurs dans notre industrie. Puis, je lisais un article intéressant cette année à cause des mesures sanitaires aussi. Tu sais, à l'UTMB, habituellement, il y a un départ à la fois des élites et des mid-packers, donc tout le monde part ensemble. Là, je crois qu'il y a eu un temps, donc il y a eu une fracture entre le départ des élites puis le départ des participants. Puis ça, c'était critiqué parce que ça venait attaquer la culture de notre sport, tout ça. La réalité, c'est que si la masse, donc si le 50% plus 1 est fâché, frustré des situations, il va y avoir des changements qui vont avoir un retour à la normale. Au-delà des promoteurs comme les Poletti, les équipementiers contrôlent beaucoup le destin de notre sport. Le Golden Trail, c'est supporté à 100% par Salomon. Cette série-là ne pourrait vivre d'elle-même actuellement. Donc, derrière ça, c'est une machine marketing qui vise à la promotion de la marque, tout ça. C'était le même cas pour Spartan et pour Reebok. Donc c'est un univers. Très souvent, je lisais dans un livre, là, on en parlera tout à l'heure, The Rise of the Ultra Runners. C'est un monde dans lequel on dit il n'y a pas beaucoup d'argent dans le trail, tout ça. Fait que ça peut garder son esprit puriste. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le trail. Il y a énormément d'argent aujourd'hui, mais il y a énormément d'argent à faire. Et donc, il doit y avoir un meilleur contrôle des différentes parties prenantes. Puis ça va être le mieux pour notre sport. J'aimerais avoir cette discussion dans 10 ans avec toi, puis de voir où est le trail. Je pense qu'on va être très surpris d'où est le sport. Ben, certainement. Puis, tu sais, comme tu le disais, tantôt, je disais UTMB, tu sais, c'est un gros show et tout. Puis, Golden Trail Series, t'as rien de faire de quelque chose du même calibre. Puis, ils ont peut-être des contraintes logistiques moins grandes parce que c'est des marathons de montagne. Fait que tu as 42 km à couvrir plutôt que 170. Mais ils sont en train de faire, tu sais, je ne sais pas s'il y a des captures en direct puis des retransmissions directes comme l'UTMB le fait, mais les résumés de la Golden Trail Series, c'est extrêmement professionnel puis ça donne le goût. Tu sais, l'année passée aux Açores, on avait des vidéos de tout ça. Puis fait que, tu sais, la Golden Trail Series part son truc. Tu as encore la Skyrunner World Series en Europe qui existe, mais qui a perdu pas mal de plumes contre la Golden Trail qui, elle, a été pendant 2 ans une série unique avec 5 courses. Puis là, il y a des séries nationales maintenant. Tu sais, le Québec Mégatrail en fait partie ici avec d'autres courses en Amérique. Puis il y a tout ça qui se passe. Puis je pense que le succès de la Golden Trail Series ou de la Skyrunner World Series dans le temps, c'est le fait que tu as des habitués, des gens qui sont là de course en course parce que c'est 5 événements trail de entre 30 et 40 km sur une saison complète. Tu peux signer des athlètes puis leur dire tu t'engages à faire
4 des 5 courses, puis avoir une espèce de classement général, faire une finale et tout. Alors que je pense que c'est un des degrés de difficulté que peu importe si c'est l'UTMB World Series ou l'Ultra Trail World Tour ou la Spartan World Series, ces patentes-là, de longs ultras que des 100 000, oublie ça. Tu peux pas. Tu sais, je veux dire, il y a 30 courses dans l'Ultra Trail World Tour. Les plus grands athlètes en font 3, 4. Ouais. Quand ça s'appelle Pau-Capel, t'en fais 8, mais tu payes pendant 2 saisons après. Puis en ce moment, il est blessé, mais tu sais, il y a eu 2-3 années où il en enchaînait plus que quiconque. Mais à part ça, François Den a déjà gagné l'Ultra Trail World Tour avec 2 courses à la saison, juste parce qu'il a gagné 2 puis ça donnait assez de points. Mais c'est difficile de créer cette espèce d'engouement-là de série mondiale quand tes athlètes chouchous ou tes athlètes qui sont les plus populaires ou tes athlètes qui surprennent, qui arrivent, mais ils vont surprendre sur une course. Puis c'est tout. Ils ne peuvent pas faire 5-6 événements. Oui, la multiplication. C'est super intéressant ce que tu apportes, Yannick. La multiplication des séries et des événements met une forte pression sur nos élites. Puis, tu as parlé du cas de Pau-Capel, puis c'est tout à fait juste. Je pense que une certaine uniformité, ou du moins, je reprends ce que l'auteur disait dans le livre que je présentais, il dit « Le trail aujourd'hui, c'est le Far West ». Comme il y a du monde un peu partout, ça se tire à gauche, ça se tire à droite. Puis là-dedans, on se retrouve avec des athlètes élites qui ont très souvent un emploi, comme on disait tout à l'heure, puis que eux, par passion, puis pour tenter de gravir les échelons, puis finalement obtenir un contrat de commandite qui va leur permettre de vivre leur sport, se lancent sur à peu près toutes les opportunités qui leur sont présentées. Quelle est la conséquence de la santé des athlètes? Donc, les athlètes se blessent. On n'est pas capable de pérenniser finalement la performance parce que t'exploses, là. Puis, moi, je trouve qu'en la personne de François Den, on a un exemple parfait d'un gars qui est dans le sport depuis très longtemps. Kylian aussi est là depuis plus de 10 ans. Et donc, ils ont su, à des moments clés, faire des choix où ils ont respecté leur propre santé. Mais je pense à un jeune de 18-19 ans qui performe très bien aujourd'hui, qui voit les différentes opportunités, puis qui a un rêve, qui est inspiré. Il va tenter d'y parvenir, mais il y a un danger qui se présente derrière, là, qui est le surentraînement, qui est les blessures importantes. Avant d'être dans un rôle de gestion, là, j'ouvre ma parenthèse, je n'ai pas fini de me présenter. Avant d'être dans un rôle de gestion, je suis un kinésiologue de formation. J'ai fait des études supérieures en préparation physique, en évaluation, en activité physique. Donc, j'ai côtoyé des athlètes de très haut niveau, des athlètes olympiques. Et donc, ces gens-là, ils ont des agendas, puis des structures et des cycles olympiques. Ma foi, c'est énorme le volume et l'intensité qu'ils doivent supporter. Puis c'est la même chose pour nos athlètes trail. Compte tenu qu'ils ne vivent pas, ils ne reçoivent pas, par exemple, de brevet de Sport Canada, parce que notre sport n'est pas encore reconnu au niveau fédéral, ils se démènent, ils travaillent, ils s'entraînent. Les volumes en ultra-trail, tu le sais comme moi, là, c'est du 10, 15, 20 heures par semaine, en essayant de concilier la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sportive, tout ça. Puis la récupération, tu sais. Puis la récupération. Il y a un mur qui t'attend. Tu vas frapper le mur à un moment. Que tu t'appelles Kylian, François, Yannick ou Samuel, il y a un moment donné où si tu as autant de volume et d'intensité d'entraînement en n'ayant pas la récupération nécessaire, par exemple, après les entraînements, tu vas frapper le mur. Oui, puis c'est ça qui est le plus grand défi, j'ai l'impression, de nos athlètes élites, parce que il y en a, mettons une dizaine, je dis, j'ai pas les chiffres, mais tu sais, des gens comme des François Den ou des Kylian qui ne pourraient vivre que de ça. François il est exception, il est aussi vigneron, mais bref, des athlètes hommes-femmes qui vivent que de leur sport. Il y en a quelques-uns, mais si tu veux atteindre ce standard-là, il faut que tu mettes les efforts, il faut que tu mettes le temps, il faut que tu mettes les heures d'entraînement. La différence est qu'un athlète XY qui vit 100% de son sport parce qu'il y a des grosses commandites, il ne va pas courir 60 heures dans une semaine, il ne va pas courir nécessairement plus que d'autres athlètes. Il va avoir beaucoup plus de temps de récupération et de repos. Il va courir, mettons, je dis n'importe quoi, 180 km de volume par semaine, donc 20 heures sur ses jambes, peu importe, avec le vélo, 25 heures d'entraînement total en incluant le cross-training, mais il va avoir le reste de son temps pour récupérer. Le même athlète, dans le même sport, qui aspire aux mêmes performances, qui a les capacités physiques de le faire, va devoir mettre lui aussi 15, 20, 25 heures d'entraînement croisé dans toute la semaine, mais va aussi travailler, va aussi gérer plein d'autres choses, ce qui fait que la récupération, c'est ça qui va prendre le bord. Fait que j'ai l'impression que ce qui différencie un athlète commandité qui ne vit que de ça, d'un athlète élite qui aspire à ça, mais qui n'est pas encore à ce niveau-là, c'est pas la récupération d'entraînement, c'est le nombre de récupération, c'est le temps de récupération, puis c'est probablement aussi l'accès à des professionnels. D'après moi, quand tu es dans l'équipe internationale de Salomon, tu as accès à des massos et tout ça, versus la personne
en France qui est un espoir, qui n'est pas encore dans l'équipe internationale, qui n'est pas encore professionnel, il faut qu'il mette le même stress sur son corps sans la récup. C'est ce qui fait que c'est très risqué. Là. C'est là que le sport devient quasiment extrême. Là. Tu vois, deux petits points à ajouter. Là. Ce qui caractérise beaucoup la performance des coureurs de l'Afrique de l'Est. Ouais, de l'Est, donc Kenya, Éthiopie, Ouganda. Là, on ne parle pas de trail, mais on parle de course sur piste ou de marathon. Ça a été étudié parce que c'est des performances hors pair, puis les pays occidentaux comme les États-Unis aimeraient donc répliquer finalement le modèle africain pour arriver à ces résultats. Il y a un des éléments qui est connu, qui est étudié, qui est notamment la récupération. Ces athlètes-là, des pays que j'ai nommés, vont courir, reviennent, s'alimentent, récupèrent, vont dormir. Ils se relèvent, ils vont courir, ils s'alimentent, ils se reposent, ils vont dormir. C'est un cycle infini. Je suis pas certain si c'est toujours dans des conditions favorables. Là. On en discutera à un autre moment. Moi, ce que je veux aussi apporter comme point supplémentaire, c'est qu'à un moment donné, si la performance devient une finalité, il y a des risques de dérive dans le sport. Et là, les exemples, par exemple, de cas de dopage, un mot qu'on n'entend pas beaucoup parler dans notre communauté, puis je ne crois pas qu'un gars comme toi ou moi, mid-packer, aurait avantage à utiliser un produit dopant pour performer. Cela dit, c'est pas absent de notre sport. Il y a très peu de mécanismes indépendants dans le trail qui font des tests antidopage. Il y a Sage Canada, que tu connais probablement, qui est un coureur américain. Lui milite beaucoup pour établir des bases et des mesures d'antidopage dans notre sport. C'est un gars qui vient aussi du monde de la route, donc il a fait des marathons qualificatifs pour les Olympiques plusieurs fois, donc il performe en trail, mais a aussi la vision sur les méthodes mises en place dans la course de route pour contrer le dopage. Puis lui vient aussi du skyrunning, des disciplines très intenses, plus courte durée, où il y a eu des cas de dopage dans le passé. Exact. Puis le dopage, très souvent, on pense que le dopage influence la performance. Le dopage influence principalement la récupération. Donc, elle accélère la récupération, elle te permet de revenir plus rapidement sur pied et donc d'accumuler plus de volume, plus d'intensité, donc tu performes mieux. Mais je pense que c'est un nuage qui plane dans la professionnalisation chez nos élites où, assurément, on devra prendre position puis éviter les dérives du sport parce que on demeure une petite communauté, mais les scandales comme ce qui s'est passé dans le cyclisme, par exemple, ou le scandale du comité olympique russe avec Sochi et tout ça, là, on est ailleurs. Mais ça demeure quand même, selon moi, un risque à calculer et où il faut agir. Oui, puis tu sais, je cherche le nom juste pour ne pas dire n'importe quoi, mais 2 secondes. Oui, c'est ça. En trail, par le passé, il y a eu des cas de dopage, puis les sanctions pour plusieurs. C'est un autre débat que j'ai vu cette année parce qu'on a vu le retour de Petro Mamou sur les séries. Lui, il est vraiment plus Golden Trail Series, donc les marathons de montagne, très courte distance. Puis c'est une des rares personnes avec François dans la vie qui a battu Kylian dans l'histoire sur des marathons de montagne. Puis c'est un gars qui avait été accusé de dopage puis qui a payé le prix dans le sens où il a été banni pendant 1 an des événements. Mais ça fait 2-3 ans qu'il est de retour au Golden Trail Series. Puis c'est de quoi qu'on entend beaucoup. Puis tu sais, quand moi je suis ces courses-là à distance un peu sur Twitter d'un œil, tu vois qu'il y a beaucoup de commentaires à ce sujet-là de dire, oui, bravo, il a fini 2e, 3e à Sierre-Zinal contre Jim Walmsley, contre Kylian Jornet, mais c'est un ancien dopé. Puis tu sais, c'est arrivé une fois, il a testé positif, puis il y a eu les sanctions, mais j'aimais pas de constat. Là. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de pitié pour quelqu'un qui utilise des substances, mais c'est un débat qui est là aussi de quand quelqu'un est reconnu coupable, si tu à tout jamais que cette personne-là devrait payer le prix pour ça ou c'est une erreur, fait qu'on peut lui permettre un temps, mais il y a aussi ce débat-là qui vient, puis je veux pas qu'on reparte aussi là-dessus, mais ça reste que vient avec le dopage les conséquences, puis est-ce que c'est de bannir la personne à vie de X courses ou c'est pour une période? C'est quand même un débat qui existe aussi puis qui est présent. Là. Puis le cas de Petro Mamou avait été assez médiatisé, oui. mais je crois qu'il serait fou de penser que c'est un cas isolé et unique. Ben non, et donc, je ne veux pas sous-entendre que la majorité ou la totalité de nos élites utilisent des produits dopants, mais je ne crois pas que c'est un cas isolé. Je pense que comme dans la plupart des grandes disciplines qui ont su croître au fil des années, il y a des dérives, puis il faut agir de façon préventive. Et non pas, finalement, réagir à des situations dans 5, 10, voire 15 ans. Oui, puis je voyais aussi que, à moins que je me trompe, il me semble que j'ai vu que même pour Arikana,
au Québec, il y a un système de test de dopage. Il me semble, j'ai vu Elliott Cardin mettre sur son Instagram qu'il avait reçu le kit pour devoir passer son test. Peut-être que je me trompe, je lance ça, mais j'ai rêvé à ça. Mais il me semble que j'ai vu ça que c'est super intéressant. Nos élites dans ce cas-ci, l'Ultra Trail Arikana sur la 125, il y a eu une sorte de test. Est-ce que c'est des tests aléatoires? Je ne sais pas c'est quoi le mécanisme. Puis comme tu dis tantôt, tu nous as amené sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui est très peu discuté puis qu'on aurait intérêt. Tu sais, moi, si par exemple, il a justement ce système-là pour l'Ultra Trail Arikana, il me semble que c'est quelque chose que je serais intéressé d'en entendre parler, de dire hey, des élites de manière aléatoire ont été testées selon tel type de façon, peu importe. Tu sais, je doute beaucoup qu'à l'échelle de notre trail québécoise, il y ait des cas de ça, mais l'Ultra Trail Arikana fait partie de l'Ultra Trail World Tour, c'est une entreprise internationale. Fait que c'est intéressant qu'il y ait ça en place, puis on n'entend vraiment pas parler. Je ne sais pas si c'est tabou, mais de dire haut et fort qu'on teste nos athlètes pour s'assurer d'une équité dans le sport, je trouve que c'est que du positif. De mon point de vue de communication, je trouve que c'est que du positif à dire. Tout à fait. Il y a un sentiment de justice derrière ça aussi, puis de parité, puis d'équité entre les différentes parties. Puis je pense, tu parlais de l'aspect communautaire du trail québécois, par exemple. Je pense que beaucoup dans notre petite communauté, on fait confiance sur c'est du bon monde, c'est des gens qui s'entraident, qui partagent l'esprit de camaraderie, tout ça. Je suis assez d'accord. Cela dit, rappelons que la croissance du sport va se poursuivre, un des sports les plus émergents dans le monde, et donc on verra arriver des nouveaux noms. Et donc, imagine, par exemple, on connaît nos élites québécois, imagine si dès l'année prochaine, on se retrouve avec un jeune de 19 ans, inconnu de tous, puis qui remporte Québec Mégatrail Arikana Bromont. On va être surpris, mais d'où sort-il? Que fait-il? Tout ça. Et encore une fois, ça se peut des performances hors pair, là, c'est pas ça. Mais il faut mettre des mécanismes en place, puis je pense que c'est pour le mieux-être puis le bien-être de notre sport puis de l'ensemble des parties. Exact. Je pense que ça permet de conserver cette espèce d'attrait communautaire, bonne franquette, du bon monde à ça. Je pense pas que ça brimerait ça de communiquer sur les mécanismes mis en place pour s'assurer que notre sport demeure de cette façon-là. Puis, exact. Comme aucun doute quand tu vois une course ici au Québec, que c'est tout du monde qui ne font que manger, dormir et consommer des trucs naturels, mais quand on parle de l'UTMB et tout, eux communiquent de plus en plus sur les mécanismes qui sont mis en place pour tester les athlètes, pour s'en assurer. Puis je pense que c'est une forme d'équité dans le sport. Là. Oui, tout à fait. Un sujet que je voulais te parler parce qu'on en entend parler, puis là, avec les Olympiques de Tokyo qu'on a eu cet été, on a réentendu cette discussion-là. Est-ce que le trail devrait être un sport à venir aux Jeux Olympiques? Kylian Jornet qui avait dit sur Twitter que lui, à ses yeux, je le paraphrase, puis je ne veux pas parler à sa place, mais il disait, c'est des distances extrêmement longues, puis dans les critères des Jeux Olympiques, il y a un peu cet aspect-là d'avoir des sports qui s'écoutent bien, alors que bon, ça s'écoute très bien quand c'est l'UTMB, mais ça reste que ça dure 24 heures, puis on n'est pas tant que ça qui veulent se taper tout ça. Est-ce que le kilomètre vertical, est-ce que des trails très courts, des formats très courts pourraient être un sport? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton point de vue? J'adore ta question, j'allais te la poser. Alors, je vais répondre, mais je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Le mouvement des Jeux olympiques est, je crois, une vitrine exceptionnelle pour le rayonnement d'un sport. Puis cette année, il y a 2 disciplines, j'aimerais faire quelques petits parallèles, qui ont intégré le programme olympique, qui sont le surf, au Jeux de Tokyo, et l'escalade. D'accord? Ouais. 2 sports qui ont, je vais dire, une histoire qui peut s'apparenter à celle du trail. Donc, c'est des sports qui, initialement, étaient pratiqués par souvent des gens un peu plus marginalisés, un peu plus près du plein air, tu vois ce que je veux dire, et qui ont su, au fil des années, des décennies, évoluer, tout en conservant une identité puis une culture qui leur était propre, mais il y a eu 2 voies d'accès. Donc, il y a la pratique, que je dirais, des puristes, et il y a le développement de l'athlète, le développement à long terme. C'est moi, de voir des compétitions d'escalade, par exemple, aux Jeux olympiques, je n'ai aucun doute sur les répercussions que ça va avoir pour le sport à l'international. Je vais te donner un exemple bien de chez nous. J'ai des amis chez Ski de fond Québec, d'accord? Lorsque Alex Harvey était un athlète, lorsque Alex Harvey a remporté des grandes courses, c'est une fierté nationale, tout d'abord. Et les répercussions se faisaient sentir jusque dans les petits clubs de ski de fond, partout sur le territoire. Fait que
le parallèle que je veux faire, c'est que si on permet à des athlètes de partout dans le monde d'évoluer une journée X dans le plus grand événement multisport au monde, c'est une vitrine exceptionnelle. D'accord? Cela dit, je partage en partie les commentaires de Kylian, c'est-à-dire que les Jeux olympiques sont de plus en plus un sport spectacle. D'accord? Donc, c'est un grand événement. Cette année, il n'y avait pas de spectateurs. Ils sont quand même allés de l'avant à cause, par exemple, des modèles d'affaires, les droits de diffusion et tout ça. Les sports très longs n'ont plus la cote. C'est le parfait exemple. Cette année, en 2021, on a vu pour la dernière fois la compétition de marche 50 km. Ouais. Pourquoi? Très honnêtement, je ne sais pas si tu as écouté la marche 50 km. C'est long. C'est pas très intéressant. Puis, c'est difficile d'en faire un spectacle télévisuel. À l'inverse, quand tu regardes le surf et l'escalade, ça dure 1 à 2 minutes. C'est facile d'avoir des prises de vue punchées et donc, ça plaît aux télédiffuseurs. Si on amenait l'ultra-trail, le format 100 000 aux Jeux olympiques, premièrement, c'est une utopie, ça ne peut pas se faire. Ça serait impossible de l'intégrer à la charte olympique. Ça, il faut exclure ça. Là. Il n'y aura pas d'ultra-trail aux Jeux olympiques. S'il y en a, Yannick, tu m'appelleras et tu diras t'as eu tort. Quand on se parlera dans 10 ans. Là. Exactement. L'intégration des formats courts, je trouve qu'elle est plus intéressante, soit dans le trail court ou encore dans le kilomètre vertical. On parle d'épreuves, je pense que Rémi Bonnet, le coureur suisse, a rentré son kilomètre vertical en quelque chose comme 29 minutes. Je me demande si c'est pas le champion du monde en titre. Et donc là, il y a quelque chose à faire. Là. C'est une épreuve intéressante puis dans laquelle on peut avoir un bon produit télévisuel. Mais en soi, ça ne devrait pas dépasser les 30, voire 40 minutes. Et l'autre enjeu ou défi, je pense que les comités organisateurs peuvent rencontrer, c'est qu'on n'a pas tous à la porte une montagne de 1000 mètres avec, si tu comprends ce que je veux dire, avec un même sentier qui va du point A au point B. Et donc, je pense que sur le plan de la logistique, il serait peut-être difficile pour les comités organisateurs de l'intégrer à leur programmation. Souvent, les environnements qui reçoivent les Jeux olympiques d'été, parce que là, on parle de trail, on parle probablement d'une discipline qui intégrerait les Jeux d'été, qui est un peu plus difficile que les Jeux d'hiver, d'ailleurs, à percer, n'ont pas d'autres grands événements en montagne. L'hiver, bien évidemment, on pense au ski alpin, on pense à ce genre d'épreuves, le bobsleigh, tout ça qui requiert une montagne. Mais l'été, c'est pour ça que je suis un peu ambivalent. Je te dirais, j'aimerais le voir pour la vitrine que ça représenterait puis pour l'impact que ça aurait sur la pratique de notre sport partout, mais je ne crois pas que le trail, puis en tout cas, comme on en discutait au début, il va falloir que ça soit normalisé parce que tu ne pourrais pas avoir, par exemple, au JO de Paris, un trail de 28 km avec 1450 mètres de D+, puis là, 4 ans plus tard, finalement, c'est un trail de 19 km avec 2200. Tu sais, les sports olympiques sont régis, ils ont des chartes et ils doivent être reproductibles. Ça, c'est une des caractéristiques du sport olympique. Les marathons, par exemple, aux Jeux olympiques d'été, doivent respecter des caractéristiques qui leur sont propres. Évidemment, c'est 42,2 km, mais ne peuvent pas avoir des plus ou des D- trop importants. Et donc, tu vois, on parlait de règles tout à l'heure. Là, en voici un bel exemple. Donc, serait-on capable d'avoir un format réplicable dans chacune des villes? Je ne suis pas certain si le Comité international olympique va sauter dans l'aventure. Je ne sais pas s'il y aurait d'intérêt à le faire. Oui, on dirait qu'aux Jeux olympiques, il y a la notion de record olympique. Puis si tu veux comparer des records olympiques entre eux, il faut que les standards soient identiques. Puis la trail, c'est complètement opposé à ça, on s'entend. Puis même le kilomètre vertical, comme tu le dis, on va faire un kilomètre vertical dans l'Ouest canadien, on va faire un kilomètre vertical en Europe, en Suisse. Les parcours sont différents. Il y en a que c'est une montée directe, comme le kilomètre vertical dont j'oublie le nom, Rémi Bonnet a fait le record mondial de 29 minutes quelques. C'est que c'est une montée hyper droite. Tu as des kilomètres verticaux, d'autres types de courses qui sont un peu plus en serpentin, donc plus de kilométrage pour atteindre ton 1000 mètres. C'est quasiment impossible de le standardiser. Oui. Il y avait Red Bull, je ne sais pas si tu avais vu ces compétitions-là. Je pense que c'est Thibaut Barognan qui a fini 3e à la CCC, qui est un Salomon bien connu, qui avait fait pendant une couple d'années, c'est Red Bull qui organisait ça. Puis je ne sais pas dans quel cadre, mais c'était une espèce de course verticale où tu avais des gens, lui c'est un gars de trail, il y en avait d'autres, mais c'était une espèce de plateforme. Ça ressemblait d'un half-pipe de un peu particulier, c'était 400 mètres. Là, j'avais déjà vu un peu. Oui, 400 mètres, mais tu sais, c'est une track qui est construite pour ça. Puis c'est ça, c'est très sport-spectacle parce que c'est hyper rapide, puis c'est une espèce de montée vraiment exponentielle. Ça commence doux, puis
puis à la fin, je ne sais pas c'est quoi l'inclinaison. Je pense, Yannick, que c'est 400 mètres, 45 %. Autrement dit, si tu ne te penches pas vers l'avant, tu tombes vers l'arrière. Exact, c'est complètement fou. Ouais. Mais c'est ça, c'est Red Bull, c'est leur... C'est à l'image de Red Bull. Exact, mais j'ai l'impression que pour rendre un kilomètre vertical standard, il faudrait quand même que ce soit une plateforme ou bien c'est dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver, puis tu fais monter aux coureurs la trail de bobsleigh, je dis n'importe quoi, mais pour avoir une standardisation, il faudrait quasiment que ça soit quelque chose qui est construite, une plateforme construite par des humains qui a toujours la même inclinaison. Puis on dirait que c'est un peu à l'opposé de la trail. Tu dénatures, là, ça, tout à fait, puis tu as parfaitement. Tu dénatures ce qui est le trail, ce qui est la pratique, ce qui est la culture de notre sport. Et donc, je n'irai pas dans ce sens-là. Non, on voit que la beauté du trail, c'est qu'il y a un kilomètre vertical en Suisse, puis la semaine d'après, il y a un kilomètre vertical en Italie. C'est deux courses différentes. C'est le fait qu'il y a un 100 000 à Western se gagne en 14 heures, puis qu'il y a un 100 000 à la Diagonale des Fous se gagne en 23. Puis c'est ça qui est la beauté du sport, c'est que la course s'adapte. Le modèle, la distance s'adapte au parcours où tu le fais, ce qui fait qu'une course au Québec, une course en France, puis une course dans le désert de l'Arizona sont complètement différentes. Puis c'est ce qui fait le charme aussi de faire plusieurs événements versus justement un événement, un bobsleigh. Oui, je suis pas mal sûr que quand tu es dans ton bob, tu n'as pas le temps de regarder au loin, puis waouh, c'est beau les montagnes. Belle montagne. Non, pas du tout. Puis les montagnes, peu importe t'es où. Ouais. La trail, ça fait un peu partie de ça. Là. Puis tu vois, je t'amène rapidement ailleurs là, dans la discussion parce que ce qui caractérise la trail et sa culture et ses valeurs, je pense que c'est notamment le fait que c'est pratiqué en nature. C'est parce que, évidemment, je pratique la course sur route quand je suis à la maison. Là, j'ai quelques sentiers pas très loin. Puis je pense que cet élément-là, tu ne peux pas enlever la nature de la trail. Mais non. Puis tu vois, il y a une revue de littérature scientifique qui a été produite par la CEPAC cette année où ils cherchaient à mesurer tous les bienfaits de la nature sur la santé globale. Okay? Santé physique, psychologique, santé mentale, santé spirituelle, santé émotionnelle, santé relationnelle. Et c'est la première fois que la CEPAC réalisait une telle étude. Ça a été fait par l'Institut de cardiologie ici à Montréal. Et c'est exceptionnel ce que la nature nous apporte comme personne, comme pratiquant. À un point où moi, je me suis questionné, ce que j'aime du trail, est-ce que c'est vraiment la course, c'est plutôt le contact nature? Et donc, ma réponse est, c'est les deux. Je réussis finalement à combiner à la fois un sport d'endurance que j'aime bien, mais avec un contact nature. Je pense que dans la promotion de notre sport, je fais des liens avec ce qu'on a discuté un petit peu plus tôt, il faut aussi en faire une promotion de ce contact nature-là. On est un sport où on se qualifie comme camaraderie, partage, entraide. On est un sport où il y a encore très peu de représentation des communautés marginalisées. On ne voit pas beaucoup de personnes de couleur. Et donc, pour initier, par exemple, les différentes communautés à notre sport, un premier contact nature peut être une expérience favorable qui va les mener à poursuivre dans ce sport-là. Okay. Exact. Ouais, puis je pense que c'est ce qui le dénominateur commun ou l'intérêt commun de plusieurs personnes dans le trail. La plupart des gens, c'est ce contact-là. C'est beaucoup plus simple, à moins que tu habites en forêt, mais c'est beaucoup plus simple de courir sur route. Dans le sens où, en termes de temps, c'est moins long pour la même distance. D'accès à des routes, c'est assez simple, à moins que tu habites encore là dans le bois. Mais c'est là qui est l'attrait de notre sport. C'est que la plupart des gens à qui je parle n'ont pas un sentier qui part dans leur cour arrière, donc doivent faire un peu de route pour se rendre au sentier ou prendre leur voiture, aller se stationner au centre de ski, puis en faire. Il y a un effort de plus, mais qui vaut vraiment la peine quand tu es rendu dans le bois. Puis moi, tu me dis, là, tantôt, il faut que j'aille faire, après notre entrevue, il faut que j'aille faire un genre de 2h30 de course. Là. Tu me dis, t'aimes-tu mieux aller le faire 2h30 sur l'asphalte autour ou t'aimes mieux aller le faire dans le bois? Mais l'effet sur moi, sur le reste de ma journée, sur le reste de ma fin de semaine, dépend vraiment de mon choix. Puis je vais aller dans le bois, je te confirme. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment. Puis c'est ce qui fait que notre sport est le fun aussi pour voyager. T'sais, on parle beaucoup. Je parle beaucoup à des coureurs, des coureuses qui vont vivre des expériences. Puis c'est pas tant de participer à l'Ultra Trail, je ne sais pas trop, dans X pays. C'est le fait de se rendre là-bas, vivre une expérience. Puis la trail, l'événement t'amène à des endroits que tu n'aurais peut-être pas pu atteindre, des sommets, des sentiers, si tu étais parti de toi-même en autonomie, ou en tout cas beaucoup plus difficile. Tandis que là, l'événement offre une structure qui te permet de te rendre sur le top de tel volcan ou de tel col en Europe qui est inaccessible ou peu accessible. Puis c'est ça qui est l'intérêt. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on a parlé de plein de choses super intéressantes. Puis j'ai adoré notre discussion.
dans tout ce qui est l'annonce UTMB, tout ça, on a beaucoup focusé sur la professionnalisation du sport, mais je tiens quand même à rappeler que, puis j'adore ce que tu as dit de dire, laissons la chance aux coureurs pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Voyons ce qui se passe. Moi, mon concern n'est vraiment pas pour la professionnalisation de notre sport parce que je souhaite que nos élites puissent vivre de leur sport. Par contre, je rappelle que la majorité des gens qui pratiquent notre sport, ceux qui font vivre les équipementiers, ceux qui font vivre les événements trail, c'est le mid-packer moyen. Puis c'est là qui est mon souci. Mais quand je regarde justement le mid-packer moyen, les événements, c'est une chose, mais il y a juste ce que tu viens de décrire, le plaisir d'être dans le bois, puis de prendre le temps. Puis ça, je pense que c'est le dénominateur commun de Kilian jusqu'à la personne qui a terminé l'UTMB en 47 heures, jusqu'à la personne qui ne fera jamais de course officielle puis qui adore aller faire son 5 km alternance marche courte dans un sentier. Je pense que tous ces gens-là, l'élément commun qui les amène à pratiquer ce sport-là, c'est la nature, c'est le contact avec la nature. L'autre fois, j'étais allé courir à côté de chez moi au Lac-Beauport, une place que j'ai fait le sentier 150 fois, puis j'ai vu un oiseau que je n'ai jamais vu de ma vie sur ce sentier-là. Je suis revenu ici, j'ai cherché pour trouver c'était quoi. Je l'ai jamais trouvé, mais ça fait partie de l'expérience. Mon samedi passé, quand je suis allé faire ça, je ne me rappelle pas le nombre de kilomètres puis à quelle pace j'allais. Je me rappelle que j'ai vu un oiseau vraiment malade avec un long cou. Je n'ai pas encore trouvé c'était quoi. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça que les gens aiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis oui, pour conclure là, sur le cas UTMB puis sur le mid-packer, tout ça, moi, je pense que ce qui va régir la suite, c'est beaucoup la loi de l'offre et la demande. Si l'UTMB offre un produit qui ne répond pas aux attentes du public, ben, la demande va être diminuée. Il y aura des avantages pour des organisations autres. Mais ça, c'est intéressant. Puis on va poursuivre, on va continuer à regarder ça pour la suite des choses. Ah oui, au nombre de coureurs et de coureuses qui m'ont dit que ce qu'ils aimaient, c'est les événements un peu plus roots à la Bromont Ultra ou encore plus roots que ça, des événements, tu sais, Bromont Ultra. C'est roots parce que Gilles est quelqu'un qui a une approche très puriste du sport, mais c'est une organisation top-notch. Tu sais. Il y a des courses aux États-Unis, très, j'en parlais, je pense, avec Pat Godin, il y a des courses, c'est ça, broche à foin, mais ça fait partie du fun, puis c'est le fun de vivre ces courses-là, puis il y a un sentiment de communauté différent qui se vit dans ces courses-là. Mais tant qu'on va avoir des gens, peu importe ce que l'UTMB peut annoncer, puis le nombre de courses qu'ils vont acheter pour mettre by UTMB après le nom, ils ne réussiront jamais à enlever ces événements-là. Puis je pense que c'est ce qui est la beauté aussi de l'offre qu'on a, c'est d'avoir la chance. Tu vas aller faire la grosse course by UTMB pour ramasser des points pour un jour faire l'UTMB. Go for it. Ça existe, c'est là. Peu importe ce que tu en penses, peu importe c'est quoi l'opinion publique, elle existe, va la faire si ça te tente. Mais les petites courses puristes vont demeurer parce qu'il y a un gros attrait. Moi, je parle à beaucoup de monde, puis tout le monde aime ça aussi. Ces petites courses-là. Tout à fait. Qui ont leur charme puis qui vont toujours demeurer. Tu sais. Un peut vivre avec l'autre. On en parlait tout à l'heure. Les deux peuvent vivre dans deux écosystèmes. Puis les grandes performances, puis l'expérience fan à l'UTMB, puis sa diffusion, par exemple, sur les plateformes réseaux sociaux, tout ça, bien, ça va favoriser la pratique de notre sport qui va possiblement avoir des inscriptions vers des événements qui sont plus grassroots, des événements qui sont axés puristes. Donc, il faut pas vivre avec des œillères. Il y aura une offre événementielle entre elles qui, je crois, va continuer de croître encore pour les années à venir. Puis, il y aura des systèmes, des régies. Tu sais, moi, je rêve au jour où, par exemple, là, je reviens à un cas très local, où il y aurait, par exemple, des clubs qui vont naître dans les régions. Je sais qu'à Québec, vous avez quelques clubs qui existent, qui ont des pratiques. C'est encore quelque chose qui, je crois, est plutôt limité au Québec. Mais tu sais, des clubs structurés dans lesquels il y a, par exemple, des entraînements qui sont structurés. Je sais que le Club de trail de Montréal en organise. C'est super intéressant parce que des gens qui ne connaissent pas, des gens qui veulent s'initier au sport vont peut-être avoir de la difficulté à mettre les chaussures et partir. Mais à travers des structures de clubs, ben, on peut les rassurer. Tu vois probablement comme moi, Yannick, sur les réseaux sociaux, le monde pose 1001 questions sur le trail, bâton, pas bâton, raquette ou crampon. Tu sais, ça finit pas, ces questions-là. Ben, si ces personnes-là, finalement, qui ont besoin d'être sécurisées, hein, c'est ça. Ben, si à travers des clubs dans leur région, ils pouvaient avoir, par exemple, des groupes de courses, tout ça, parce on n'en a pas parlé aujourd'hui, puis on pourrait faire un épisode là-dessus. Le trail, c'est un sport individuel avec un fort sentiment de communauté. Ta course, tu l'as fait juste toi, mais il y a un moment donné où finalement, il y a plus le collectif est plus important que l'individuel. Ben oui. Donc, puis ça, je pense que dans les prochaines années, moi, j'en avais parlé avec des amis ici pour tâter un peu les intérêts dans les Laurentides. Je m'étais dit,
on a un beau terrain de jeu dans les Laurentides, là, à partir de Prévost, à partir de Tremblant et tout ça, il y a des belles montagnes. Les gens courent ensemble, des fois en duo, en trio, mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas, par exemple, un petit regroupement, ce qu'on appelle un club de trail, et que 2 fois semaine, on se rencontre, on échange, on socialise, on court avec des groupes A, B, C. Moi, je trouve ça super intéressant et je pense que c'est des initiatives locales comme celle-ci qui vont permettre la croissance saine de notre sport sur le territoire. Oui, puis la transmission des valeurs trail. Tu veux commencer à t'initier à la trail. À Québec, on a, par exemple, pour le prendre en exemple, le Gringos Running Club. Mais quelqu'un qui veut j'avais écouté ton épisode, c'était très intéressant. Avec Olivier. Puis tu veux t'initier à la course en sentier, connaître c'est quoi les endroits pour le pratiquer ce sport-là. Ben, le Gringos, c'est exactement ça. Tu as un groupe A, B, C selon le pace voulu. Puis tu veux t'initier au sport, ben il n'y a rien de mieux, en tout cas, moi, à mes yeux, que Dave Clément, puis Olivier, puis Marie-Ève, puis Steven, puis PO, cette gang-là qui ont les valeurs du trail à cœur. Fait qu'ils ne peuvent que les transmettre positivement. C'est comme ça que ces valeurs-là vont se poursuivre. Ils se vivent dans nos événements trail, mais ils se vivent aussi dans les clubs de course. Puis je veux dire, je prends l'exemple le plus extrême, mais tu sais, on a tous déjà couru dans le sentier puis on a vu un reste de gel à terre puis tu te dis, voyons, les gens sont donc bien caves. Ben, tu sais, va dans un l'éducation, cours avec les gens puis rends-toi compte que leur gel, ils le mettent dans leur poche à la fin puis qu'ils le jettent dans la poubelle à la fin. C'est un exemple bidon, là, je veux dire, c'est écologie 101, ne jette pas tes choses à terre, mais bref, la transmission des valeurs, des règles unofficial de notre sport, ben, tu vas les apprendre comme ça. Exact. Elles se transmettent de personne en personne et c'est pas dans des règlements généraux où finalement tu vas vivre les valeurs, c'est dans les contacts humains. Je lance l'invitation. Si quelconque club veut démarrer dans les Laurentides, ben, je lève la main et je me propose pour le constituer ou le construire. Ouais, voilà, le message est passé. C'est passé. Moi, tu le sais, je termine toujours mes entrevues avec mes questions éclair-nac. On change le mode de l'entrevue, puis là, on se met en mode performance. Oui. Là, c'est la seule discipline trail, les questions éclairs de pas sortir du bois, où l'élite peut compétitionner avec le mid-packer moyen et vice-versa. C'est pas une question de performance ou d'entraînement, c'est une question de rapidité. Donc, je sors mon chrono. Je rappelle que le FKT appartient toujours à Anne Bouchard et Michael Amoureux en 14 secondes. Chez les hommes, c'est Dominique Gladu-Despatie en 17 secondes. C'est très rapide. Tu me dis quand tu es prêt. Prêt. Route ou trail? Trail. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Technique. Minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Question NAC, saveur baie-noix ou banane choco? Banane choco. Casquette ou tuc? Tuc. Laurentide Gaspésie? Laurentide. Podcast ou playlist? Podcast. UTMB ou Hard Rock? UTMB. Analyser le sport ou pratiquer? Pratiquer. Oh, 16 secondes, nouveau FKT masculin, monsieur. Merci. Très, très fort. Hey, à distance en plus, hein, je le dis à chaque épisode, mais les records qui venaient de tomber, les nouveaux records établis, c'était en vrai parce qu'il y a peut-être un délai, mais je ne sais pas si nos Internet aujourd'hui, nos Wi-Fi étaient performants, mais 16 secondes, Samuel, c'est très, très fort. Mais ça fait 52 épisodes que j'écoute, Yannick, donc je comprends que la personne qui a passé à l'épisode 3 était peut-être un peu moins prête à tes questions, donc je partage mon FKT avec l'ensemble de tes invités. Ah ben voilà, ça c'est une belle réponse de communauté trail, c'est beau. Voilà. Hey, mais c'était vraiment intéressant, Samuel. Pour vrai, je pense que je l'ai dit en ouverture, je voulais un peu changer le mood puis aller très précisément sur un sujet. Puis on s'était parlé, je pense, c'est depuis le mois de juin, peut-être qu'on échange pour trouver le moment pour le faire, trouver le timing, trouver les sujets. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on a répondu à plein de questions. On en laisse d'autres en suspens, puis c'est la beauté de tout ça. On laisse aller, puis on a un sport qui est en explosion totale. Tu le dis, 1000%. Ça frappe quand on voit ce chiffre-là. Donc, il y a plein de gens qui se mettent au trail. Il y a des événements qui vont naître de ça. Il y a déjà une explosion de nouveaux événements, mais plus il va y avoir de la demande, plus il va y avoir de l'offre, je suppose. Je ne suis pas un expert comme toi des HEC à Montréal, mais je me souviens de mes cours d'économie de cégep, l'offre et la demande. Oui. Donc, on va continuer de voir des choses arriver, des initiatives, il va toujours en avoir, mais tant que les gens vont faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire choisir les événements qui se rapprochent de leurs valeurs, pas faire d'événements, faire des FKT, faire des Sigma Strava, faire du gros fun sans aucune pression de temps. Tout ça existe, tout ça peut cohabiter. C'est une question de respect de ce qui se fait. Puis, comme tu le dis, au final, le coureur, la coureuse, le client a toujours raison. Puis, oui, l'annonce peut avoir fait peur. Je pense qu'il y a eu des annonces, il y a eu des réactions très, très vives, très, très fortes. Il faut agir avec prudence.
Je me dis peut-être que la première fois qu'ils ont annoncé l'Ultra Trail World Tour, il y a 5-6 ans, peut-être aussi qu'il y avait eu des réactions par rapport à ça. Je ne me rappelle pas. Je n'étais pas fan de trail à l'époque, mais laissons les choses aller, voyons. Pour l'instant, ça brime en rien les événements actuels qui pourront choisir ou non d'être des courses qualifiers ou pas, d'être des courses ITRA ou pas. Tout ça existe, puis c'est correct. Mais il y avait de la désinformation, je pense, un peu dans les annonces. On en parlait, mais moi, j'ai lu des choses comme quoi qu'Ironman avait acheté l'UTMB. Pas du tout. C'est une alliance stratégique comme on en voit dans plusieurs autres industries. Yannick, moi, je vais te laisser avec une proposition, avec une offre. Parce qu'on parle d'information. Bon, je viens du milieu universitaire, j'aime lire. On en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, régulièrement, les gens viennent vers moi pour me demander des propositions de lecture, tout ça. Je vois derrière toi là, que tu as pas mal de livres. Je pense qu'on partage la passion on partage la passion de lecture. Puis, moi, ce que je te propose là, à partir de maintenant, puis on verra la forme et les contenus, mais il serait intéressant ensemble là, de proposer là, un choix de lecture mensuel. Là, tout à l'heure, je montrais un livre à l'écran, super intéressant là, sur la montée et la croissance du trail à l'international. Mais pourquoi pas finalement faire bénéficier tes auditeurs, puis qu'à chaque mois, on puisse faire la proposition de lecture mensuelle. Il y a énormément de lectures qui se fait. Puis je pense que de par la lecture, les gens s'éduquent aussi, se forment, ont des opinions. Je pense que ça peut être juste aussi pour le bénéfice de notre communauté. J'aime vraiment l'idée. Je pense qu'avoir ta bibliothèque derrière, la mienne aussi, gros fan de lecture. On est bon pour 10 ans. C'est ça, exact. On va pouvoir faire rouler cette initiative-là pendant un bout, mais ouais, on trouvera une manière de présenter un livre sous forme de le club de lecture pas sorti du bois, puis une fois par verra, une fois par mois, une fois à la vitesse qu'on décidera de le faire, mais de proposer des livres aux auditeurs. J'adore l'idée. On retient ça, puis on s'en parle après, mais très belle suggestion, j'adore ça. Puis avoir les gens avec qui, les gens que je côtoie sur une base plus régulière de notre communauté, les gens aiment beaucoup les livres de trail. Chaque fois qu'on en parle, il y a un nouveau livre qui sort et tout. Puis on pourra même prendre les propositions des gens parce que je suis sûr qu'ils vont nous en faire découvrir des nouveaux. Donc, j'aime l'idée. On met ça en place puis on lance ça dans le courant de l'automne. Là, les gens qui écoutent, surveillez ça. Suivez-nous, pas sorti du bois sur les médias sociaux, puis vous allez voir popper ça à un moment donné cet automne. Tout à fait. Cool. Un gros merci à Samuel de t'être prêté au jeu de Pas sorti du bois, d'être venu jaser de trail de notre sport. C'était super intéressant. Comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la gang de NAC qui est fidèle au poste depuis le début. Je remercie la gang de Capic 1 Expédition. J'ai mon beau café ici qui était... on ne peut pas toujours boire de la bière en enregistrant des podcasts, surtout quand on est le vendredi matin. Mais le café de Capic est excellent. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir ça. Je remercie Ray Zahab et François Boucher pour le café, la petite attention. C'est très apprécié. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Merci tout le monde.